Bonsoir à tous, bienvenue sur Vox Africa. Merci d'être au rendez-vous de African Chronicle, le débat. Il s'agit donc de la suite du film que vous avez pu voir sur notre antenne la semaine dernière. Film réalisé par mon collègue Olivier Enogo. Excellent film qui retrace le parcours d'une grande figure de l'Afrique, puisqu'il s'agit de Kwame Nkrumah, qui fut donc le père de l'indépendance du Ghana et qui fut un chantre du panafricanisme. On a vu un petit peu dans cette première partie son parcours, donc, depuis sa naissance, ses premières années de formation, son voyage à Londres, aux États-Unis, le fait qu'il a fréquenté les tenants justement du panafricanisme dans d'autres pays, sur d'autres continents, et puis son retour au pays, son combat pour l'indépendance. Donc c'était la première partie donc de ce film qui sera dont la suite sera diffusée la semaine prochaine sur Vox Africa. Et là nous allons en discuter, en parler, essayer de tirer les leçons justement de cette grande figure qui est Kwame Nkrumah, et puis aussi en parler pour le présent et l'avenir de l'Afrique. Avec moi aujourd'hui sur ce plateau deux interlocuteurs de taille, de fins connaisseurs de la situation de l'Afrique, puisqu'il s'agit à ma droite de Henri Nzouzi, que vous avez déjà eu l'occasion de voir sur les antennes de Vox Africa, consultant, expert en diplomatie, en stratégie et en relations internationales. Henri Nzouzi, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Merci beaucoup. Et puis à ma gauche, un nouveau visage sur Vox Africa, mais non des moindres. Il s'agit de Japhet Hanafak, chercheur, enseignant des universités, à l'Université libre de Bruxelles et aussi à l'Université de Yaoundé, et spécialiste en relations internationales. Japhet Hanafak, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir à vous. Merci beaucoup. Donc je vous l'ai dit, on va revenir d'abord sur un extrait justement de ce film, un extrait qui pose un petit peu le décor, qui explique comment tout ça a commencé pour Kwame Nkrumah, qui a d'abord été instituteur et puis aussi syndicaliste. On voit donc ses premières années de formation et on en parle après. Kwame Nkrumah est né le 21 septembre 1909 au Ghana, dans la ville de Nzima. À l'époque, le Ghana était une colonie anglaise et portait le nom des Côtes d'Or. Il a eu un parcours classique d'enfant africain sous l'époque coloniale. Il est de tribu d'ethnie Akan. Mais les Akan, à la différence, ils s'opposent aux Ashanti. Il a été non seulement dans l'école, on va dire, indigène, mais en même temps, il a eu aussi le parcours chrétien, en quelque sorte. Il a été baptisé, son nom chrétien, c'est Francis. Kwame Nkrumah a fait ses études primaires effectivement dans son village. Ce qui est intéressant, il ne faut pas l'oublier, c'est un missionnaire qui l'a formé, qui lui a donné le goût de la lecture, l'amour bien sûr du savoir. Et après d'avoir fait des études générales, il a été effectivement à 17 ans, il est devenu instituteur. Il a été remarqué par sa hiérarchie, qui lui ont proposé d'aller enseigner directement dans la capitale, à Accra. En tant qu'enseignant, il avait déjà constaté le problème des instituteurs au Ghana qui étaient effectivement pas très bien traités en matière de rémunération, en matière d'égalité de fonction par rapport bien sûr aux colons. Donc dès le départ, il avait créé un mouvement syndical afin de défendre les intérêts des instituteurs. Vous savez, c'était un peu partout dans tous les pays colonisés d'Afrique. Les syndicats étaient un peu le bras avancé des partis politiques dans les masses. Et donc le syndicat ghanéen et toutes les tendances confondues étaient vraiment en action sous la houlette de Nkrumah et bien d'autres leaders ghanéens dont je n'ai pas retenu forcément le nom, mais ils étaient en action pour améliorer le système de gouvernement ghanéen. Voilà, on vient de voir donc ce premier extrait. On en verra d'autres au courant de cette émission. On va rebondir là-dessus, où on voit que Kwame Nkrumah a été d'abord instituteur, donc il avait ce souci de la connaissance, et il ira beaucoup plus loin puisqu'il fera de grandes études en sociologie, en droit et en philosophie bien sûr. Et il avait été aussi syndicaliste, c'est-à-dire qu'il avait aussi ce sens de l'organisation, de la mobilisation des masses. Alors avant d'en parler un peu plus longuement, je voudrais faire réagir mes deux invités pour savoir un petit peu
Que représente Kwame Nkrumah pour eux, donc la figure emblématique du panafricanisme? Je me tourne d'abord vers vous, Henri Nzozi. Dites-moi, quand on vous dit Kwame Nkrumah, vous pensez à quoi de façon comme ça immédiate? Ma foi au panafricanisme, dont il a été l'un des chantres incontestés. Et à ce titre, je pense qu'il a su donner du panafricanisme une vision très cohérente, à la fois sociale, politique et culturelle, de l'émancipation des Africains. Et il a aussi, je dirais, su incarner un mouvement qui visait ni plus ni moins à unifier les Africains ainsi que ceux de la diaspora autour d'une communauté d'idées et de valeurs. Exactement. Donc un chantre du panafricanisme, comme vous dites, cohérent, et puis aussi justement l'idée d'aller au-delà des frontières de son pays. Excellent. Alors pour vous, Japhet, que représente pour vous la figure de Kwame Nkrumah? Je pourrais résumer tout cela en 2 mots, c'est-à-dire l'indépendance et l'unité de l'Afrique. Kwame Nkrumah représente le symbole de la recherche de l'indépendance de l'Afrique et après les indépendances politiques, le symbole de l'unité de l'Afrique. Quel type d'unité? Une unité des États-Unis d'Afrique, ce qu'on appelle généralement le panafricanisme. Sinon, pour être plus simple, on pourrait dire que Kwame Nkrumah est un des paradoxes de la colonisation, c'est-à-dire les élites formées aussi bien par les Européens qui se retournent contre les Européens pour réclamer l'indépendance de l'Afrique et ensuite réclamer l'unité de l'Afrique. Exactement. Je rebondis sur ce que vous dites. C'est vrai qu'il y a et on a eu d'autres comme ça. Je peux citer par exemple Lumumba ou le professeur Nyerere, comme vous dites. Ils ont été formés par les colons. En l'occurrence, il y a eu les Britanniques, les Belges ou les Français. Mais ils se sont appropriés, si vous voulez, toute cette connaissance, toute cette méthode justement de l'Occident pour le retourner contre le système colonial. Ce qui veut dire que parfois ils ont même noué des alliances avec certaines parties de l'establishment colonial, par exemple les partis de gauche, les partis ceux qui étaient plutôt du côté de la gauche extrême ou du communisme. Mais quand on voit dans le premier extrait, comme on l'a montré, que Kwame Nkrumah avait été instituteur et syndicaliste, est-ce que pour vous c'était les 2 piliers qui expliquent un petit peu le destin de cet homme, c'est-à-dire à la fois une instruction solide, de base, l'importance de ça, et puis aussi le sens de la mobilisation, de l'organisation à travers le syndicalisme? Je crois que si on revisite aussi l'ensemble des élites africaines nationalistes après et qui réclamaient les indépendances, on se rend compte que la plupart ont pratiqué les métiers de la communication. Soit ils étaient des enseignants, ce qu'on appelle des maîtres africains, soit ils étaient des instituteurs, enfin des infirmiers ou des médecins africains. Ils ont en réalité été au contact des populations africaines et ont compris les difficultés quotidiennes. Le deuxième aspect qu'on peut regarder à cet effet, c'est le voyage en Occident. Beaucoup de dirigeants africains ont fait des études en Occident et sur place se sont imprégnés des idées de liberté, d'égalité, de démocratie et ont perçu la contradiction du système colonial, aussi bien dans le traitement qu'il y avait en Occident par rapport au traitement qu'il y avait en Afrique. Ces 2 éléments mis ensemble font que la revendication d'abord du corporatisme était la première chose à faire. Au bout du corporatisme, on se rend compte qu'il faut tout simplement renverser le système pour en fait mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Donc le syndicalisme comme tremplin au parti politique comme tremplin à la revendication et à de l'indépendance, c'est quelque chose qui est tout à fait cohérente. C'est quelque chose de cohérent. Et vous retrouvez aussi cette cohérence, vous aussi, Henri, quand on analyse un peu le parcours à la fois de Kwame Nkrumah, mais aussi, comme on l'a dit, d'autres figures emblématiques de la lutte d'indépendance de l'Afrique. Il y a un petit peu 2 piliers, 2 jambes sur lesquelles il faut s'appuyer, à la fois la connaissance, l'instruction des populations, et puis aussi le sens de la mobilisation et de l'organisation pour pouvoir entraîner les masses dans un mouvement collectif. Oui, tout à fait. Avec néanmoins un paradoxe quand même assez intéressant, c'est qu'au fond, Kwame Nkrumah, comme d'autres d'ailleurs, avant ou après lui, ont été eux-mêmes
en léger décalage avec les gens dont il devait susciter l'adhésion. D'abord parce qu'ils étaient beaucoup plus instruits, c'est une première chose. Ensuite parce qu'effectivement, ils ont eu à assimiler, j'allais dire, toutes les règles de communication en comprenant le fonctionnement même de ceux-là même qui étaient à l'origine de la colonisation. En retournant cette arme contre eux, ils se sont, à un moment donné, rendu compte de la difficulté de pouvoir être nécessairement suivi par ceux-là même qu'ils devaient entraîner, et ce qui fait que très rapidement ils ont pu se sentir un peu seuls dans le combat qu'ils ont mené dans l'intérêt bien compris de leurs concitoyens, ce qui n'enlève en rien le mérite de ces personnes, en l'occurrence Kwame Nkrumah, qui a eu effectivement à développer de manière pédagogique tout ce qui pouvait aller dans le sens de l'intérêt de ceux-là même qu'il était amené à défendre. Mais c'est vrai que le combat n'était pas toujours évident. D'abord parce qu'il y avait ce gap en termes d'instruction, et aussi parce qu'un fossé s'est progressivement créé entre d'une part les idées qu'il défendait et surtout les attentes réelles d'une population qui n'était peut-être pas au fait des mêmes enjeux qu'il défendait. Et de ce point de vue-là, on l'a vu d'ailleurs dans le film, ça arrive plus tard dans le film, mais on peut déjà en parler à ce moment-là, et vous l'avez dit, il y avait ceux qui ont bénéficié donc de la formation qu'ils ont eue, donc l'accès à la connaissance, qui faisait partie du système colonial, mais en même temps ça créait une sorte d'élite, et on voit qu'à un certain moment il y a même eu une opposition entre Kwame Nkrumah et l'établissement ghanéen, si vous voulez. Au Congo, on avait appelé ça les évolués, donc ceux qui avaient pu bénéficier d'une instruction et qui en fait étaient une classe sociale intermédiaire, plus bas que les Blancs, mais aussi, si vous voulez, plus haute que la grande masse qui, elle, était la grande masse des indigènes. Oui. À ça, je peux expliquer par le fait que l'élite n'était pas homogène en Afrique. Et du coup, on a ce qui est caricaturalement appelé les collaborateurs et les nationalistes. En réalité, ceux qui se sont, entre guillemets, un peu embourgeoisés, ont pensé que le système devrait évoluer de façon douce, alors que d'un autre côté, on a eu ceux qui, comme Lumumba, comme Umnyobe, comme Kwame Nkrumah, ont pensé qu'il fallait être au cœur des populations africaines pour défendre une indépendance immédiate. Évidemment, cette fracture de la société africaine va se voir dans les indépendances africaines où d'une part l'élite révolutionnaire va soit prendre le pouvoir dans quelques pays et d'autre part l'élite collaborationniste va rester avec ce qu'on va appeler les accords de coopération. Évidemment, c'est ce grand duel qui va également aussi être mis à jour au sommet d'Addis Abeba lors du premier congrès de la naissance de l'Union africaine. Très bien. Vous voulez réagir là-dessus aussi? Un mot dessus avant qu'on passe à... Voilà, je pense que nous ne devons pas non plus négliger le fait, bon, ça a été dit à l'instant, c'est qu'en fait vous aviez une élite qui était beaucoup plus dans, on va dire, dans la transition douce, et une autre qui incarnait effectivement volontiers Kwame Nkrumah, qui était dans la rupture. Alors, ceux qui prenaient la transition douce étaient plutôt dans une logique de préservation de leurs propres intérêts, puisqu'ils étaient effectivement, ils s'interposaient entre le pouvoir colonisateur et la plèbe, la masse, et que eux avaient effectivement cette opportunité, certains privilèges qui... De la connaissance, mais aussi de l'accumulation matérielle. Déjà intégrés dans l'administration coloniale, et donc ils avaient effectivement, ils étaient positionnés comme interlocuteurs privilégiés, et certains ne voulaient pas précisément que cette situation soit bousculée par des revendications qui pouvaient remettre en cause précisément ces privilèges. Très bien, merci. Alors, on va passer au deuxième extrait, justement, que nous avons choisi. Un extrait qui montre, justement, que Kwame Nkrumah, ayant commencé son combat, enfin, au niveau du syndicalisme, mais son instruction au pays, a voulu d'abord faire un long parcours, un long itinéraire de formation, non seulement intellectuelle, mais aussi idéologique, de prise de conscience. Et pour cela, il a dû quitter son pays et se rendre en Occident, donc d'abord à Londres, et puis aux États-Unis, puis encore retour à Londres. Et ce voyage a été un voyage formateur. On regarde un extrait puis on en parle juste après. Kwame Nkrumah a eu deux grands mentors, on va dire Du Bois et Garvey, malgré leurs oppositions, puisqu'il donnera à l'équipe du Ghana Black Star, c'est le nom je crois du bateau ou bien de quelque chose de Garvey comme ça. Donc Nkrumah a voulu faire la synthèse de tout ce monde qui s'affrontait. Du Bois
qui était tenant d'un panafricanisme assez doctrinaire, qui voulait plutôt créer une conscience pour le combat politique, alors que Garvey voulait absolument rompre avec la société blanche pour repartir en Afrique. Et ce sont ces personnes qui vont non seulement lui donner le goût de l'organisation, et bien sûr le goût de la politique au sens premier du terme, c'est-à-dire là, le savoir de manière très très poussée, et bien sûr ce savoir devra être mis à disposition de la masse qui amènera bien sûr à la libération de l'Afrique. Kwame Nkrumah, c'est la synthèse des deux, donc qui va être influencé par les deux groupes, et finalement il rejoindra plutôt le groupe de Du Bois. Donc voilà, avant d'arriver aux États-Unis, bien sûr, il a son parcours. Il fait le Cameroun, le Londres, ensuite de Londres, il ira directement à New York. Arrivé aux États-Unis, il faut le préciser, Kwame Nkrumah est ébahi. Ébahi dans la mesure où il constate que son petit village, le Ghana, même Accra, qui était une grande capitale, une grande ville, c'était très petit par rapport à New York. New York, il voit des buildings, il voit des routes, il voit des bus, il voit vraiment la grandeur au sens premier du terme. Et donc, effectivement, il a été marqué par cette évolution économique, politique et culturelle. Et il voit aussi tous les problèmes d'accumulation. Parce que l'économie va s'intéresser à toutes les problématiques de la fracture entre les esclaves et les maîtres, entre les colonisés et les colons. Vous voyez, toute la problématique maître-esclave est soulevée d'une façon très concrète. Et il a vu que tel que les États-Unis étaient composés des États pauvres, des États riches, des États bien structurés, des États arriérés et autres, mais la dynamique du fédéralisme permettait un fort taux de croissance, un fort taux de développement aux États-Unis et garantissait la paix et la puissance des États-Unis. Voilà, donc on va voir cet extrait, l'extrait où on le voit, où il est passé donc par la Grande-Bretagne à Londres et puis aux États-Unis, arrivé donc, il a quitté le Ghana en 1935. Alors ce parcours l'a permis de rencontrer des grandes figures, bien sûr, du panafricanisme, comme le docteur Webb Dubois ou alors Marcus Garvey, figure dont vous avez bien sûr déjà entendu parler. Il a pu se mêler ainsi, par exemple, à la lutte aussi des Afro-Américains, des Noirs américains aux États-Unis, ce qui a conduit après au combat de Luther King ou bien de Malcolm X. Et puis à Londres, il a pu aussi rencontrer par exemple des personnes comme George Padmore et se mêler avec toute la vague et tout le réseau justement des premiers panafricanistes, notamment qui venaient aussi des Caraïbes et qui foisonnaient justement dans la capitale britannique. Alors, je reviens vers vous aussi, Henri, pour dire, en fait, quand on observe le parcours de Kwame Nkrumah, on se rend compte que il avait déjà une idée, si on peut dire, latente de ce qu'il voulait faire, de ce combat pour l'indépendance de son pays, de son peuple, mais ça a été forgé, ça a été concrétisé et consolidé lors de ce voyage qui a été en fait un voyage initiatique à la fois à Londres, aux États-Unis et puis retour à Londres. Parce que c'était vraiment dans ces métropoles que se jouait en quelque sorte toute l'effervescence du mouvement panafricaniste qui se jouait hors d'Afrique au départ en fait. Oui. Ce qui est intéressant en fait dans le parcours de Kwame Nkrumah, c'est qu'il a pu à un moment donné confronter sa propre vision du monde à celle d'hommes et de femmes qui avant lui déjà avaient commencé à réfléchir sur ce panafricanisme dont nous parlons maintenant et dont je rappelle quand même que un des fondements c'est tout de même de pouvoir créer des synergies entre populations africaines et celles vivant à l'extérieur du continent, donc de cette diaspora, et tout ça pour former une sorte de communauté globale d'idées et de valeurs
en vue de promouvoir cette identité-là. Et le fait qu'ils étaient tous animés du même sentiment quasiment, c'est-à-dire que cette identité était à la fois reniée, voire bafouée, soit par le pouvoir colonisateur, soit par le pays dans lequel ou dans lesquels vivaient ces populations, faisait qu'au final, ils avaient la possibilité de pouvoir se rassembler autour d'un idéal qui tournait autour du respect strict et unique de cette identité, qui pouvait être un ressort, voire même un moteur vers quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose de, j'allais dire, de transcendantal, qui dépasse à la fois l'individu, son environnement même, son pays, et qui touchait d'une certaine manière toutes celles et ceux qui n'étaient pas forcément réunis au sein d'un même espace géographique. Et de ce point de vue-là, je pense que Kwame Nkrumah a eu cette opportunité d'ouverture d'esprit vers un monde qu'il s'efforçait de comprendre, et il a fait sienne en fait cette réalité pour effectivement se rendre compte au travers de l'expérience qu'il a vécue aussi bien en Angleterre qu'aux États-Unis, que la condition de l'homme noir en particulier et de l'Africain en général nécessitait que l'on puisse s'en occuper afin qu'il puisse aspirer à plus de dignité et de respect. Ouais, arrêtons-nous avec vous, Jafat Hadafak, sur son l'étape de son parcours, celle des États-Unis, qui a vraiment été, comme on dit, cruciale et déterminante dans la formation, la prise de conscience, la formation idéologique de Kwame Nkrumah. On voit là, il rencontre le docteur Dubois, Marcus Garvey, enfin, il se mêle à tout ce mouvement de lutte des Afro-Américains. Et il se rend compte surtout de la contradiction du système, parce que non seulement l'Occident exploite l'Afrique, les États-Unis n'ont pas eu de colonie en Afrique, mais il se rend compte à l'intérieur des États-Unis que la situation des Noirs américains reflète un petit peu un effet de miroir par rapport à la situation des peuples colonisés en Afrique. On pourrait dire que le voyage de Kwame Nkrumah en Afrique, à New York et aux États-Unis, est un peu à mettre dans le sens de l'expérience. L'expérience du vécu, c'est-à-dire le leader en Afrique, enfin, parti d'Afrique, il a des idées arrêtées sur l'injustice de la colonisation, les difficultés des peuples noirs, et sur place en Amérique, il se rend compte que la population noire des États-Unis, malgré les amendements de 1865 sur aussi bien le droit de vote et autres, reste discriminée. Cette discrimination frappe Kwame Nkrumah qui, au bout de la logique de l'unité de l'Afrique qui traverse déjà son esprit, pense que les Noirs, aussi bien d'Amérique, de Martinique, de l'Europe et de l'Afrique, ont un même combat. Ce combat d'unité, ce combat de rassemblement autour des valeurs africaines qui pourront être le seul moyen, le seul instrument de lutte contre les autres entités du monde. Donc, on peut dire que New York est aussi pas un déclencheur, mais une sorte de confirmation de l'idée déjà de l'unité africaine. Et à partir de New York jusqu'à Londres, Kwame Nkrumah est confronté à la réalité. On va voir plus tard que, revenu à Londres, il est plutôt confronté à la théorie. Il se heurte, enfin, il rencontre des théoriciens du panafricanisme, mais à New York, aux États-Unis, c'est dans la réalité du terrain, avec les Black Panthers, avec le mouvement de Marcus Garvey, qui est considéré comme une sorte de Ku Klux Klan africain. Donc tous ces éléments concrets et factuels vécus en Amérique, la discrimination dans les bars, parce qu'il ne faut pas oublier que Kwame Nkrumah a été victime d'une sorte de gale au bras quand il travaillait dans un restaurant. Ça, c'est pas souvent très bien dit. Et que dans ces restaurants, il a été victime aussi de rediscrimination parce qu'il n'avait pas les moyens de payer ses études. Et il travaillait dans une sorte de restaurant à Londres. Il a fait plusieurs métiers pour payer ses études. On l'entend bien, on le voit dans le film réalisé par Olivier Hennegaud. Justement, il a dû même être matelot et tout ça parce que il faut aussi, et c'est tout à l'honneur de ce personnage, c'est que il s'est vraiment forgé, je veux dire, à la force de son poignet, parce qu'il a dû faire des petits métiers pour pouvoir poursuivre son idéal d'une formation intellectuelle dans une université, l'université de Lincoln, justement. Donc, on peut qualifier l'étape de New York comme une sorte
de prise de contact de la réalité, il essaye de montrer, il essaye de voir que les droits des Africains bafoués en Afrique sont également presque, sinon dans un contexte différent, les mêmes droits bafoués en Amérique. Et il essaye de prendre conscience du fait que ces Africains, ou alors ces Noirs africains, devraient, pour réussir à défendre leurs droits, s'unir. L'unité des peuples d'Afrique, l'unité de l'Afrique. L'Afrique, c'est les peuples. Déjà, le territoire est celui d'Afrique, mais aussi les autres territoires, comme l'Amérique latine et comme les Noirs d'Europe. Donc, vous voyez là déjà que se forge la conception de l'unité de l'Afrique de Kwame Nkrumah, qui ne se limite pas seulement au continent africain. Mais vous l'avez dit, c'est aussi quelque chose de très théorique. Mais est-ce que là, moi je pose la question aux spécialistes aussi de relations internationales, est-ce que là, dans ce constat, dans cette analogie, n'y a-t-il pas déjà un biais? Parce que la réalité des Afro-Américains, comme on dit, ils ont quitté le continent non pas à cause de l'esclavage, hein, qui s'est passé quelques siècles auparavant. Ils n'ont presque plus rien d'africain. Et vouloir s'inspirer de leur combat pour des réalités africaines qui sont tout à fait autres, est-ce que ça peut pas... c'est pas une erreur ou, comment je veux dire, une analyse qui peut conduire à des erreurs plus tard et qui expliquerait peut-être, après l'échec de certains des combats des pères de l'indépendance africaine? Et ça, vous le dites bien. Tout à l'heure, on va rentrer dans la critique de l'action de Kwame Nkrumah, mais il faut déjà rappeler qu'à cette période, Kwame Nkrumah, comme vous le dites, essaie de s'inspirer de ces personnes qui sont loin de l'Afrique, qui n'ont plus les mêmes problèmes que l'Afrique. Sauf qu'il faut resituer tout aussi au contexte de l'Amérique, parce qu'une fois retourné en Europe, le congrès de Manchester vise essentiellement la décolonisation de l'Afrique. Et à partir de cette période, le mouvement panafricain, tel qu'inspiré de Kwame Nkrumah, vise à libérer l'Afrique du joug colonial. Et après ce congrès, Kwame Nkrumah retourne en Afrique. On va voir plus tard le congrès de Koumassi et autres pour parachever la libération de l'Afrique et instaurer les États-Unis d'Afrique. Un mot, Henri, sur, disons, si on peut dire, la rivalité qu'il y a eu entre les deux écoles, ou en tout cas les deux thèses. La thèse de Dubois, qui était une thèse, si on peut dire, qui disait, oui, le combat des Afro-Américains qui se passe là-bas, il doit avoir une relation avec le combat des Africains, mais il faut essayer de forger les consciences, et en quelque sorte de changer les choses, mais si je puis dire, par étapes. Et puis le combat, par exemple, de quelqu'un comme Marcus Garvey, qui lui était pour quelque chose de radical, qui disait les Noirs américains n'ont plus rien à faire aux États-Unis, ils doivent rentrer sur le continent africain. Et ça a conduit, par exemple, au retour de certains ex-esclaves au Libéria, ce qui a posé des réels problèmes. Hein. Le Libéria a aussi connu des problèmes après son indépendance, parce qu'il y a eu cette confrontation entre les esclaves qui étaient retournés des États-Unis et puis les populations locales qui, elles, étaient restées sur place. De ce point de vue-là, est-ce que ces deux écoles ont-elles toujours été en conflit et comment s'est situé Kwame Nkrumah par rapport à ça? Alors, c'est vrai que ces deux écoles ont été en concurrence dans la... conflit, oui, tout à fait. D'abord parce que la vision de Marcus Garvey, certes, qui était dans la rupture, s'expliquait par le fait que, après avoir été opprimé sur une terre qui n'était pas la sienne, qui n'était pas la leur, il appartenait à ces Africains de rentrer vers la mère patrie afin de pouvoir y édifier une société à leur image, en fonction de leur vécu, de leur histoire, de leurs valeurs, alors que dans la vision de Dubois, il s'agissait, à travers l'expérience, alors soit de la colonisation ou de l'occupation, d'essayer de tirer le meilleur pour pouvoir s'imposer en tant que peuple, en tant qu'entité, en tant que communauté de valeurs et d'idées, pour se développer, pour évoluer. Il fallait changer le système sur place. Alors, changer le système sur place, mais aussi de l'intérieur. Oui. Et on revient finalement à cette dualité, cette différence de perception entre cette élite dont on a dit qu'elle était effectivement hétérogène, dont l'une était beaucoup plus dans la collaboration
hein, donc dans la transition douce, et qui pouvaient peut-être, malgré un éveil des consciences, travailler le système de l'intérieur pour le changer. Et puis ceux qui étaient un peu comme à l'image de Lumumba, qui étaient dans le frontal, hein, l'affrontement sans concession, et qui pouvaient déboucher vers quelque chose de beaucoup plus, j'allais dire, de plus radical. Mais au final, je pense que le génie de Nkrumah, c'est d'avoir, d'une certaine manière, réussi à faire un compromis entre ces deux écoles, en étant à la fois réaliste sur, j'allais dire, les avantages et les inconvénients d'être dans la rupture, mais également les avantages et les inconvénients d'être, on va dire, dans la transition douce, dans ce qui était beaucoup plus constructif. Pourquoi ? Parce que il y avait quand même ce paradoxe dont nous avions tout à l'heure relevé la pertinence, à savoir qu'il était certes facile de pouvoir susciter une adhésion en se fixant un objectif, entre autres choses, l'autonomie, voire l'indépendance, mais il était aussi important de faire en sorte que ceux qui allaient en être les bénéficiaires ne puissent pas perdre leurs repères. Il fallait à la fois réconcilier une élite qui certes était intermédiaire, donc située entre le pouvoir colonisateur et, j'allais dire, la majorité des gens qui n'avaient pas bénéficié de l'instruction, mais en même temps donner une espérance à ceux qui pensaient ou qui espéraient que l'accès à une autonomie ou à une indépendance, qui était l'étape ultime, allait être de nature à modifier profondément leur destin et leur avenir. Eh bien justement, vous l'avez dit, hein, l'étape de l'indépendance, étape ultime, eh ben c'est de ça dont on va parler maintenant justement, parce que après avoir fait ce voyage donc au Royaume-Uni et puis aux États-Unis puis retour au Royaume-Uni, s'être mêlé à tout cette effervescence et ce mouvement, si vous voulez, indépendantiste et panafricaniste, Kwame rentre au pays, il rentre donc au Ghana, et puis alors là, ça sera un combat politique au sens concret du terme, avec au sein d'un parti, hein, le CPP, le parti de la Convention populaire au Ghana, et puis ça va aussi être les années de prison, et puis après la victoire aux élections de 1951 où le parti de Nkrumah va remporter cette élection. On regarde justement un extrait et puis on en parle avec nos invités. À travers son voyage aux États-Unis, tu vas découvrir la notion de qu'est-ce qu'être africain. Africain, ça ne consiste pas à être simplement ghanéen, mais africain, c'est être africain caribéen, c'est être africain américain, c'est être aussi africain de l'Europe. Vous savez, là, les Noirs aux États-Unis étaient chez eux. D'accord? Ils ne sont pas libres chez eux. Les Nkrumah, il vit l'expérience de la colonisation chez lui. Mais il va aller maintenant en Angleterre. Parce que je pense que ce n'était pas seulement dans l'envie d'aller faire des études, mais c'est d'aller comprendre sur place. Qu'est-ce qui arrive dans la tête de ces gens-là pour traiter d'autres humains qui ont la même morphologie, la même biologie, les mêmes ambitions, la même sociologie, hein, à quelques différences vraiment très très banales. Qu'est-ce qui leur arrive pour qu'ils puissent avoir une conception et une pratique du monde qui soit celle de l'asservissement? Donc voilà la question. Cette question-là de l'asservissement va intéresser Kwame Nkrumah. Il part à Londres. Lorsqu'il arrive, il trouve aussi d'autres Africains qui sont là-bas, en Angleterre, et qui sont en train de se préparer à assumer cette mission-là de la libération. Les Nkrumah, les Julius Nyerere, les Banda, ils sont nombreux. Donc en 1945, très intéressant, on rencontre son ami qui ne l'abandonnera plus. Il rencontre George Padmore, qui va jouer un rôle très important dans la construction du panafricanisme. Il va rencontrer aussi Webb Du Bois, qui est un intellectuel assez marquant. Et bien sûr, il va rencontrer
C.L.R. James qui a écrit le livre Les Jacobins Noirs. Donc ces 3 personnages intellectuels vont effectivement jouer un rôle très important dans sa formation intellectuelle. Et voilà, donc on vient de voir donc ces très belles images d'un triomphe, un triomphe, mais vraiment, je veux dire, il n'y a pas photo, comme on dit, unanime de Nkrumah qui n'avait pas fait campagne pourtant, puisqu'il était en prison au moment où se sont tenues les élections, mais comme il avait déjà fait un véritable combat de conscientisation, et puis il y avait tout le parti qui avait travaillé les consciences des Ghanéens, et ben en 1951, aux premières élections, son parti a remporté ces élections. Alors, est-ce que quand on voit justement cette victoire de Nkrumah, quand on voit son combat, alors pour vous, est-ce que c'était l'apothéose justement de ce long parcours, cette victoire dont on voit les images très impressionnantes? Déjà, le premier constat est de voir que le peuple ghanéen a adhéré à ses idées et que l'homme a été plébiscité pour sa vision et non pour sa personne. À partir de là, les autorités britanniques prennent acte de ce fait et cette prise de conscience des autorités britanniques est aussi à mettre à l'actif de l'indirect rôle, la façon dont de gérer les colonies par la Grande-Bretagne. Oui, on peut dire que franchement, elles ont été fair-play. Hein. Oui, donc Nkrumah remporte les élections, il est en prison, on le libère et le gouverneur, donc le représentant de la reine, le reçoit immédiatement. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il devient de paria, de prisonnier, à personne respectable, et on le reçoit avec tous les honneurs. C'est ce qu'il faut mettre à l'actif ou à l'honneur, entre guillemets, de la colonisation britannique, ce qui n'était pas le cas de la colonisation française et belge. Ça aussi, c'est bon de le dire. La deuxième chose qu'il faut aussi rappeler, c'est que dans d'autres colonies françaises et belges, les élections n'étaient pas démocratiques. Ce qui fait que on a vu, par exemple, Ruben Oumniobé être battu aux élections par un anonyme. Ça aussi, c'est à mettre à l'actif des autorités britanniques, c'est-à-dire l'organisation des élections libres, honnêtes. Donc on fixait des règles du jeu et on respectait les règles du jeu. Transparent. D'un leader en prison et au bout de ce processus nommé Premier ministre. Ceci dit, Kwame Nkrumah là avait une victoire écrasante et je crois que toutes les victoires écrasantes sont aussi le reflet de l'autodestruction. Parce que là, je pense que ce plébiscite de 1947, c'est en fait le début de la fin de Kwame Nkrumah. C'est ce que je pense en tout cas. Le début de la fin, on va y arriver, hein, à la période bien sûr peut-être un peu plus critique hein, de l'œuvre de l'homme, mais je voudrais une réaction aussi de vous Henri sur cette victoire-là, et comme on le dit dans le film, seul Mandela aurait pu avoir une victoire de cette taille-là. Donc Kwame Nkrumah, enfin Mandela après lui, hein, représente justement ce long combat, le fait que pas à pas ils ont forgé justement les consciences et que comme Japhet l'a dit, la population avait adhéré à sa thèse, il n'avait même pas besoin de faire campagne pour être élu et remporter cette victoire. Il a réussi à cristalliser à la fois toute l'espérance et l'espoir d'un peuple, mais surtout, je pense que son passage en prison lui a été bénéfique, parce que ça l'a non seulement victimisé, on en a fait un martyr. Et je pense que le colonisateur britannique a très vite compris le danger que pouvait constituer le fait de maintenir en prison quelqu'un, certes, qui a été élu hein, de manière tout à fait écrasante, mais que là, pour le coup, alors je reviens sur ce que disait Japhet, à savoir que prendre acte d'une victoire aussi importante, mais je pense qu'au-delà de la victoire même, c'était le fait qu'il était préférable d'avoir un Kwame Nkrumah libre plutôt qu'un Kwame Nkrumah enfermé, parce que là, pour le coup, il était plus facile pour la couronne britannique hein, de pouvoir le contrôler. Bien sûr. C'était le but d'ailleurs. Hein. C'était le but, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Mais là, Kwame Nkrumah encore, si vous voulez, brouille les cartes parce que les Britanniques le libèrent. Il est nommé Premier ministre, mais ce n'est pas encore l'indépendance. Et lui, dès son premier discours, il montre, si vous voulez, donc il ne cache pas son jeu. Il le dit, ce n'est qu'une étape. Nous voulons l'indépendance. Donc il garde son caractère radical. Donc ça veut dire c'est un mec, c'est une personne, pardon, qui garde sa cohérence jusqu'au bout. Oui, parce qu'évidemment, pour les nationalistes, entre guillemets, parce que Kwame Nkrumah n'est pas un, effectivement, il se proclamait, il le disait, panafricaniste, le nationaliste était un peu destructeur, mais pour ceux qui luttaient pour la cause de l'indépendance réelle et immédiate de l'Afrique, c'était, il fallait compter avec le colonisateur très réticent et aussi avec ses adversaires politiques de terrain. Donc la victoire de Kwame Nkrumah, écrasante victoire de Kwame Nkrumah, est comme une sorte de tapis rouge qui lui donne
désormais la légitimité de réclamer immédiatement l'indépendance du Ghana, ce qui n'est pas le cas des autres États africains. On le verra que même si certains leaders africains avaient une tendance nationaliste forte, il y avait des débats clivants qui faisaient en sorte qu'il y avait une question tribale qui se posait, et cette question tribale empêchait le triomphe des idées d'indépendance sur la base d'une idéologie. Donc, Kwame Nkrumah, au moins au Ghana, a réussi à lever ces barrières, et ça c'est son honneur, et a poussé le peuple ghanéen unanimement, sinon au-delà des ethnies, vers quelque chose qui était la compréhension de la souveraineté de l'État, l'unité africaine. Et ça, c'est à mettre à l'actif, surtout de cet événement. Et je le dis encore, ce n'est pas la même chose, aussi bien dans les territoires comme la Côte d'Ivoire, comme le Cameroun, comme le Congo, où il y a la dimension tribale qui va être mise en avant, ou au Nigeria également. Et cette dimension tribale va fausser le jeu politique, et immédiatement on va se rendre compte que l'idéologie va être mise de côté au profit du partage sur la base tribale. Exactement. Mais avant de parler de ça, parce que je voudrais, c'est vrai qu'on s'arrête sur un chapitre important, celui du panafricanisme, hein, et de son actualité, hein, parce que je voudrais qu'on voit encore s'il reste encore des héritiers de Kwame Nkrumah à la tête des États africains. On ne sait pas, je recueillerai vos avis. Mais en fait, je voudrais m'arrêter sur un fait, c'est qu'on voit l'exemple, il prêche par l'exemple. Parce que dès qu'il gagne les élections et qu'il arrive au pouvoir, Kwame Nkrumah ne se limite pas simplement à travailler avec des Ghanéens. Non seulement pas simplement avec des Akans, c'est-à-dire des gens de son ethnie, pas simplement avec des Ghanéens, il va prendre d'autres Africains, d'autres même des Américains, puisque Dubois va le rejoindre. Donc c'est-à-dire, il avait vraiment cet esprit d'ouverture, de se dire que pour développer son pays, il fallait déjà ouvrir le jeu, et toutes les bonnes volontés étaient les bienvenues. C'est ça. Donc, là, il ne prêche pas l'exemple. Donc c'est pas une vision d'un nationalisme étroit. C'est justement, donc Kwame Nkrumah, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il a voyagé, il a commencé par se confronter à la réalité en Amérique, il a rencontré des amis très idéologues à Londres, et au bout de ces voyages, il a compris le combat universel des peuples africains, il a compris, ou il a pris acte du fait que divisé, on ne peut pas être audible, et qu'il fallait être unis aussi bien en terre africaine qu'à la diaspora, au vu des critères historiques que sont le noir transporté en Amérique par l'esclavage, et au vu du critère factuel sur le terrain, qui sont en réalité la fin de la colonisation et la prise en main des destins des peuples africains. Donc, ayant pris en compte tous ces facteurs, il pense que l'unité va se faire aussi bien en Afrique et aussi bien par les bonnes volontés d'Amérique et toute personne solidaire à la cause des Noirs. C'est en ce sens que on peut expliquer l'ouverture de son gouvernement en faveur de toutes les autres personnalités capables d'apporter quelque chose de grand pour le Ghana. Et comment vous, Henri, vous réagissez à ça, à cet esprit d'ouverture, au-delà même des frontières de sa nation, donc l'idée de prôner dès le départ une idée du nationalisme, une idée du combat national, mais qui n'est pas une idée étroite. Alors tout à l'heure, au tout début de l'émission, je disais qu'il avait réussi à donner du panafricanisme une vision à la fois sociale, culturelle et politique de l'émancipation des Africains, mais surtout d'incarner un mouvement qui visait à unifier les Africains et la diaspora africaine. Cela signifie, en d'autres termes, que dans son entendement, être africain ou d'origine africaine, mais en vivant en dehors du continent, ne vous exonère pas ou ne vous éloigne pas de la mère patrie d'une certaine manière. Alors, faire appel à toutes ces bonnes volontés pour pouvoir travailler à l'édification d'une société juste, etc., ça allait dans l'ordre des choses, puisque l'objectif c'est de constituer une communauté africaine globale qui se reconnaissait à la fois dans des valeurs, dans des idées, dans des principes, en ayant également une vision du monde
telle qu'il était important à ce moment-là. Alors, je rappelle que c'était quand même important de le relever, c'est que à cette époque-là, les frontières ne sont pas très claires entre les États. Juste un petit exemple pour vous dire, par exemple, que dans les années 90, lorsque l'actuel président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, était Premier ministre d'Houphouët-Boigny, son directeur de cabinet était guinéen. C'est dire qu'il y a eu comme ça, dans l'histoire récente de certains pays, alors peut-être pas une application d'une recette panafricaniste, il avait quand même un souci de pouvoir associer à la gestion du pays des gens qui partageaient une même vision du monde et du développement. Pour revenir à Kwame Nkrumah, il a simplement traduit en actes ce qu'il avait lui-même à la fois assimilé et surtout eu comme influence, à savoir de pouvoir mettre ensemble des énergies, de créer des synergies et incarner de manière tout à fait précise, de matérialiser cette idée même en mettant côte à côte des gens qui œuvraient pour un seul et même objectif. Alors très bien, vous avez donc parlé du panafricanisme, c'était cette vision originale. Alors pour la dernière partie, on va d'abord rebondir justement sur cette idée du panafricanisme en écoutant quelques définitions et puis après on en parlera avec nos invités pour savoir quelle est l'actualité du panafricanisme sur le continent africain et au-delà. On regarde ça et puis on en parle juste après. Le panafricanisme, pour bien préciser, c'est de ça qu'il s'agit, avec Kwame Nkrumah, n'a pas commencé avec Nkrumah. La première conférence panafricaine a eu lieu en 1900. Dès l'année 1900, c'est posé, les Noirs commencent à penser à organiser des congrès pour réfléchir sur la situation de l'Afrique, enfin des Africains, mais pas à un niveau local, à un niveau plus vaste. À Londres, les ténors en fait de cette manifestation, c'est surtout des Caribéens. On se souvient de Sylvester Williams, qui était le premier parmi d'autres, avec Léon Ténor Firmin, à faire le premier congrès, la première conférence en 1900. C'est pour ça qu'on dit panafricanisme. Africanisme, mais à un niveau plus grand. Et dont une des questions fondamentales, ce sera la question de l'unité. Voilà, on vient donc d'entendre quelques définitions d'éminents chercheurs, politologues, anthropologues qui nous parlent justement de leur vision du panafricanisme en la relayant justement avec son application, sa concrétisation à travers la figure de Kwame Nkrumah. Alors on a entendu quelque chose d'important où il disait le panafricanisme se base un peu sur le constat que les empires africains, c'est-à-dire des réalités qui allaient au-delà des nations et au-delà des territoires définis en 1885 à la conférence de Berlin, donc ont préexisté, ont précédé la colonisation, et donc être panafricaniste, voire plus loin que les frontières de sa nation, c'est quelque chose qui a une antériorité, si on peut dire, historique à l'étape de la colonisation. Et de ce point de vue, je me tourne vers vous parce que tout à l'heure, vous parliez de ça, vous l'exprimiez en disant que justement, les panafricanistes se sont dit, on va aller au-delà du simple conflit, du simple rapport de force entre les ethnies. Et vous l'avez dit, ce qui a pu être fait au Ghana n'a pas pu être fait sans doute dans d'autres pays, parce que les élections qui ont suivi ces mouvements d'autonomie, ces mouvements d'indépendance, ont souvent été biaisés par justement ces petites querelles ou parfois qui ont conduit à des guerres, comme dans la guerre du Biafra au Nigeria ou ailleurs, il y en a eu aussi dans d'autres pays africains, des querelles ou en tout cas des conflits sur des bases ethniques. Alors vous pensez, comme certains disent aussi, que ce sont les colons qui ont exacerbé ou instrumentalisé les différences ethniques pour pouvoir justement empêcher les Africains de se rassembler et d'avoir des visions plus globales. Ou bien c'était quelque chose qui était ancré au sein de l'Afrique, parce que d'aucuns, n'importe quel spécialiste européen le dit souvent, en Afrique, on ne peut pas faire sans la réalité ethnique. Ça dépend de ce qu'on entend par réalité ethnique. Pour rappeler un peu que les grands empires africains se fondaient sur les conquêtes. On faisait la conquête du territoire jusqu'à retrouver un autre roi plus fort ou alors à l'équilibre des forces. Donc évidemment... Comme partout d'ailleurs dans le monde, Alexandre le Grand et tous les grandes conquêtes se sont fait comme ça. Ces conquêtes ne prenaient pas en compte la question ethnique, il fallait prendre le territoire absolument. Évidemment, on a aussi vu l'invasion à Moravide et autres avec
l'installation de l'islam. Donc la colonisation, il faut rappeler que ceux qui accusent la colonisation d'exacerber les tensions sont des personnes qui se fondent essentiellement sur le congrès de Berlin de 1884. Ce congrès de Berlin qui, convoqué à l'initiative de Bismarck, décide de balkaniser l'Afrique. Il y a un seul absent au congrès de Berlin, c'est les Africains eux-mêmes. On décide des bases du partage de l'Afrique sans les Africains. À cette conclusion, le résultat de ce partage de l'Afrique, c'est que les frontières africaines sont artificielles. Les États sont presque fondés sur des conquêtes occidentales. On verra donc qu'à la veille des indépendances, les souverainetés ou alors les États africains, il faut rappeler simplement ce que c'est qu'un État, le territoire, la population et les lois. Est-ce que l'Afrique a des territoires bien définis? Pas du tout. Les frontières sont artificielles et poreuses. Est-ce que l'Afrique a des institutions solides avec des indépendances? Ça, il reste à voir. Et c'était des jeunes États indiscutables. Est-ce que la population, l'élite, est-elle formée suffisamment? Donc, à ces trois aspects, viennent déjà à se poser la question en Afrique de la réalité des États africains en 1960. Quels valaient-ils ces États? Ou alors, comment est-ce qu'on pouvait en ce moment, en 1960, mettre en avant le combat de Kwame Nkrumah avec une lutte frontale face à l'Occident, qui, ne l'oubliez pas, dès 1957, s'apprête à redécoloniser l'Afrique. Nous souvenez-vous que lors du traité de Rome, il y a un paragraphe qui est consacré à l'Afrique. La Grande-Bretagne ne fait pas partie, mais les territoires belges et français se disent qu'ils vont être solidaires au lendemain des indépendances et perpétuer leur présence sous une autre forme. C'est cela qu'en 1959, on met en place le Fonds européen de développement pour proposer aux Africains un nouveau partenariat, soi-disant gagnant-gagnant, mais qui en réalité une sorte de reprise en main de la réalité économique, parce que la réalité politique est en train de les échapper. Je crois que les États africains, face à ce dilemme du choix radical des dirigeants nationalistes et des collaborateurs, dès l'indépendance, sont soumis à quelque chose qui ne peut pas facilement, à mon avis, c'est mon humble avis, qui ne peut pas permettre l'émergence. Ajouté au cocktail de 1884, les États africains sont très mal partis, comme disait. On est mal parti. Il y a un livre qui parlait de ça, l'Afrique est mal partie. On espère qu'on arrivera un jour. Hein. Mais je me tourne vers vous, Henri, et je reviendrai vers vous après. Jafet, par rapport à ça, donc l'idée générale de l'État-nation qui a été forgée justement en Europe au XVIIIe siècle, est-ce que l'Afrique peut correspondre à cette idée-là, ou bien alors il y a une variante africaine de cet État-nation pour essayer d'éviter le piège de l'ethnisme? Qu'est-ce que vous en pensez? Tout ça pour rebondir sur la notion de panafricanisme et son actualité. Alors, on l'a dit tout à l'heure, Kwame Nkrumah a contribué à la fois à ce que ce panafricanisme puisse effectivement se traduire dans la réalité, mais il a aussi contribué à la rédaction de la charte de l'OUA. Déjà, à cette époque, lui avait une vision plutôt maximaliste de l'unité africaine, puisqu'il était déjà dans la logique des États-Unis d'Afrique. Alors, si maintenant vous ramenez cette réalité à une dimension purement nationale et locale, vous vous rendrez compte que, dès le départ, cette approche maximaliste des États-Unis d'Afrique se heurtait déjà à des clivages internes à certains chefs d'État africains. De la même manière, au niveau de l'État, en prenant la dimension ethno-tribale, on avait effectivement déjà ce genre d'antagonisme. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, et on s'en rend compte très facilement, lorsqu'il y a une crise, même si la tendance aujourd'hui est que au niveau régional ou sous-régional, les pays africains essaient de s'organiser, mais vous vous rendrez compte que individuellement, chaque État s'applique à préserver ou à continuer à, j'allais dire, privilégier le lien qui les unissait avec l'ancienne puissance tutélaire. Pourquoi? Parce que soit
parce que c'est beaucoup plus, j'allais dire, efficace, soit parce que lorsque vous traitez cette question à un niveau multilatéral, vous avez beaucoup trop d'intérêts divergents. De la même manière, lorsque nous ramenons la chose au niveau de l'État-nation, vous avez aussi un certain nombre de forces en interne qui sont plutôt dans une logique de pouvoir laisser les uns et les autres se développer. Hein. C'est tout le débat du fédéralisme ou d'un État fortement décentralisé. Et puis, vous avez ceux qui sont plutôt dans une logique unitariste qui considèrent que, tout bien réfléchi, il vaut mieux que le pouvoir soit centralisé. Donc, c'est un débat qui reste, à mon avis, récurrent et qui montre aujourd'hui, au regard de l'actualité que nous vivons en Afrique, malheureusement à travers un certain nombre de conflits, montre que c'est une réalité qu'à l'heure actuelle, les responsables politiques africains n'ont pas encore réussi à résoudre. Et pour cause, ce n'est pas facile. Exactement. Alors, l'actualité du panafricanisme, moi je me souviens, lors d'un sommet à Addis Abeba, à l'Union africaine, il y avait eu ce débat-là aussi. Hein. À l'époque, c'était Muammar Kadhafi qui avait présidé l'Union africaine durant un an. Et je me rappelle qu'il y avait eu un combat mais terrible parce que lui voulait que immédiatement on proclame les États-Unis d'Afrique et que lui en soit le président, bien entendu. C'est pour ça qu'il avait même fait réunir un certain nombre de chefs traditionnels, légitimes ou illégitimes, ça dépend de l'interprétation qu'on peut en faire, qu'il avait nommé roi des rois. Alors est-ce que selon vous, Kadhafi, c'est le dernier des panafricanistes? C'est un héritier de Kwame Nkrumah? Je ne veux pas qu'on traite la question de Kadhafi, mais je n'ai pas, comme ça, à l'esprit, un autre chef d'État africain qui aurait été si loin dans la promotion de l'idée des États-Unis d'Afrique. Est-ce que vous en envoyez un autre? Je vais d'abord préciser une chose, c'est que Kadhafi ne prône pas forcément les États-Unis d'Afrique. Il faut faire une différence entre les États-Unis d'Afrique et l'Union africaine calquée sur le modèle de l'Union européenne. Les États-Unis d'Afrique étaient calqués sur le modèle des États-Unis d'Amérique. Un État avec un État fort, fédéral et autres. Et pour cela, il faut préciser que les Américains ont au moins une unité linguistique et une unité historique. Ils sont partis d'Irlande et autres. Il y a une immigration qui est venue se greffer au noyau dur. Quand vous dites les États-Unis d'Afrique, vous dites l'idée originelle, celle de Kwame Nkrumah. D'accord, ok. Les États-Unis d'Afrique. Or, en 1963, 23 voix pour contre 6 voix contre, en faveur de l'Afrique des États indépendants. Donc, l'OUA est mise en place sur cette base. Ahidjo, Julius Nyerere et autres disent, mettons-nous sur la base des États, de l'Afrique des États indépendants. Et allons vers leurs organisations sous-régionales. On crée l'UDA en 64, on crée la CEDEAO en 75, en 80 la CEAC, évidemment la SADC et la East African Community et le Comité consultatif permanent du Maghreb. Le but était que d'ici 20 ans, les Africains allaient arriver à l'intégration, la connaissance des peuples, la fin des barrières douanières pour aboutir aux États-Unis d'Afrique. En 1980, le plan d'action de Lagos constate l'échec de ce processus et met en place une nouvelle stratégie pour arriver aux États-Unis d'Afrique. Parce qu'il faut aussi rappeler, ce que les Africains oublient, c'est qu'en 1963, toute l'Afrique n'est pas libérée. Plus de 40% de l'Afrique reste sous la domination coloniale. Et l'Union africaine se donne pour principale mission libérer le reste de l'Afrique et mettre en place un système qui plus tard allait arriver aux États-Unis d'Afrique. Et ça, c'est important de le dire, parce que c'est à partir des années 80 qu'on constate l'échec qu'on met en place au plan d'action de Lagos, avec les organisations sous-régionales renforcées, notamment la création de la CEAC en 83. Évidemment, on veut sortir de la notion d'organisation régionale coloniale. On met en avant la CEDEAO, qui est l'unité entre les anglophones et les francophones d'Afrique de l'Ouest. On met en avant la CEAC, qui renforce des regroupements régionaux. Voilà. Parce qu'avant 80, on a des regroupements régionaux sur la base de l'ancienne puissance coloniale. L'UDEAC est un peu considéré comme les anciennes puissances françaises, la communauté des pays du Grand Lac, c'était un précaré belge, et l'UMOA était un précaré français. Alors on réunit la CEDEAO là-bas, on réunit la CEAC, on met en avant la SADC qui est encore fragile parce que l'Afrique médiane n'est pas tout à fait libérée, et avec pour but d'ici 2000 d'aboutir
à l'unité d'Afrique. C'est en 2000 que, constatant dans l'échec, Kadhafi propose un deuxième échec. Kadhafi propose alors de prendre une autre voie, de suivre la voie de l'Union européenne, qui est laquelle l'Union européenne se dit nous sommes un peuple différent en matière de langue, nous sommes un peuple différent en matière économique sur beaucoup d'autres choses, mais on a une tradition européenne, on a un territoire, on a une même géographie. Et puis, il est bon que nous, dans nos différences, parce que l'Union européenne se fonde sur la différence. Il y a parfois 27 traductions pour quelqu'un qui a travaillé à l'Union européenne peut savoir. Donc, l'Union européenne se met en place sur cette base. Alors, Kadhafi propose l'Union africaine sur la base de l'Union européenne. Or, il y a un vrai bémol. L'Union européenne est fondée sur un noyau dur de quelques États forts sur lesquels se greffent des États faibles qui doivent remplir des conditionnalités. Alors que l'Union africaine est fondée en 2000 sur la base d'un fourre-tout où tout le monde se greffe déjà dès le départ, alors que certains n'arrivent même pas à payer leur cotisation. Donc, c'est un monnaie qui est créé en 2000. Donc pour vous, on s'attend à un troisième échec. C'est sans chronique d'un échec annoncé. Sans doute, parce qu'évidemment, on a mis tout le monde dans le même panier sans savoir qui fait quoi et qui veut quoi, alors qu'à l'Union européenne, il y a un certain nombre de conditionnalités démocratiques, un certain nombre de conditionnalités économiques, un certain nombre de conditionnalités dans la gestion des affaires du monde, des droits de l'homme, pour pouvoir intégrer à l'Union européenne, avoir une économie fiable, une dette suffisamment amortie. Or, en Afrique, c'est pas le cas de l'Union. Mais Jafet, peut-être que le modèle choisi n'était pas le bon, c'est peut-être ce qui va conduire à l'échec, n'était pas adéquat aux réalités africaines, mais est-ce que vous, en tant que, la réponse peut être négative, est-ce que vous croyez à une réalité, je veux dire, panafricaine? Est-ce possible, ou pour vous c'est un idéal inatteignable? Je vais justement donner cette réponse aux étudiants de savoir si l'Union africaine, l'OUA n'avait pas existé déjà, il aurait fallu la créer. Parce que l'OUA est déjà le symbole de l'espoir des peuples africains, l'espoir de la prise de conscience future. L'OUA n'a pas été un échec total. Comme je l'ai dit, la solidarité africaine envers les États colonisés. Souvenez-vous de la lutte contre les régimes d'apartheid d'Afrique du Sud, la lutte des présidents tels que les présidents Ahidjo, les présidents Houphouët-Boigny, qui ont mené des luttes sans faille pour libérer tout le reste du continent. L'Union africaine, en ce sens, a été une réussite. La deuxième chose, c'est de rappeler le principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Malgré les difficultés, en Afrique, il y a beaucoup de guerres, mais des guerres entre les États pour les frontières, c'est quand même un peu limité. Maintenant, la question des barrières douanières et de surmonter l'élan linguistique, tribal, l'élan de l'assimilation, tout cela se fait par la mise en place des politiques de proximité. Et là, c'est un bémol de l'Union africaine qui est un problème. L'Union africaine ne devrait pas se faire sur le dos des peuples. Parce qu'en droit constitutionnel, l'intérêt général dans une société démocratique, c'est quoi? C'est le peuple. Alors on a l'impression de faire une Union africaine contre les peuples. Quand le peuple n'est pas d'accord... Mais peut-être que le peuple n'est pas, je veux dire, au diapason de l'histoire. Parfois, il faut faire des choses à marche forcée. Eh bien, c'est justement là le problème. Oui. On croit que le peuple n'est pas à marge de l'histoire. Il faut consulter le peuple, convaincre le peuple. C'est la force du visionnaire. Convaincre le peuple et avancer avec le peuple. Pas sans le peuple ou contre le peuple. Je crois que là, c'est le premier échec de Kwame Nkrumah. C'est celui d'avoir pensé à un moment qu'il pouvait devenir le peuple ghanéen, alors qu'il fallait absolument d'abord convaincre le peuple ghanéen de le suivre et ensuite aller avec le peuple vers un idéal. Et en Afrique, c'est ce qui manque beaucoup aux dirigeants africains. L'Union africaine n'est pas une Union africaine des peuples, mais une Union africaine des dirigeants. Donc, si je comprends bien, pour vous, le panafricanisme, ça sera le panafricanisme, mais au départ des peuples. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça doit d'abord, il faut convaincre les peuples, comme vous dites. Je prends toujours cet exemple du Fonds monétaire international et des peuples africains. Si d'aventure à Kinshasa, il y a une grève générale de 50 jours parce qu'on ne veut plus du FMI, qu'est-ce qu'on fera? Le FMI prendra acte parce qu'on est sur la réalité du terrain qui érige les relations internationales. À partir du moment où vous êtes un dirigeant corrompu, un dirigeant qui ne respecte pas, qui n'est pas l'émanation du peuple, vous direz au peuple de manifester, ils ne le feront pas. Donc, quand une idée vient de la volonté générale et que le peuple, si le peuple s'est trompé, c'est à la force du leader, le leader d'avoir des idées
visionnaire et d'incarner ses idées et de convaincre. C'est ça dans l'élection, c'est ça l'émulation démocratique, convaincre le peuple de lui donner sa chance ou de le suivre. Pas d'imposer au peuple une vision en Afrique, c'est généralement ces confusions qui sont faites. Une question subsidiaire à laquelle vous n'avez peut-être pas répondu. Qui est l'héritier aujourd'hui de Kwame Nkrumah dans sa vision panafricaniste? Vous en voyez, il y en a peut-être. Désigner des noms, ce serait faire polémique, mais il faut rappeler que Kwame Nkrumah évolue dans un contexte. Et c'est ça qui est aussi un problème entre nous Africains, c'est de ne pas percevoir le contexte, les enjeux et la dynamique. La dynamique de 1960 n'est plus la même de celle d'aujourd'hui. Il faut se souvenir qu'en les années 90, il y a deux révolutions majeures, la révolution de l'écologie et la révolution du numérique. Celle-là greffée à la fin de la guerre froide. Évidemment, si on revenait aux critiques faites à Kwame Nkrumah, on voit que rapidement, il s'est engagé vers une voie de soutien du côté communiste. Il n'était pas communiste, mais il avait des soutiens communistes. Dans ce contexte de guerre froide, c'était difficile. Donc si aujourd'hui, revenons à ce que vous me demandez aujourd'hui, j'allais dire que les leaders africains devraient s'appuyer sur le contexte, les enjeux et la dynamique des peuples africains. 50 ans plus tard, il y a une Afrique des villes qui s'oppose à une Afrique des campagnes. Il y a une Afrique des riches qui s'oppose à une Afrique des pauvres. Il y a une Afrique des classes moyennes. Il y a une Afrique des évolués, des intellectuels. Il y a une Afrique de la diaspora. Et tout cela dans un monde devenu compliqué avec des tensions interreligieuses, donc un problème culturel difficile à résoudre, avec des problèmes économiques graves. Du coup, quelle solution pour l'Afrique? Il faut tenir compte du contexte sociologique actuel et mondial. À cette question, je pourrais dire, comment adapter l'idée de Kwame Nkrumah à la situation actuelle en tenant compte des dynamiques actuelles, en tenant compte des évolutions du monde actuel? Je crois qu'à cela, Kadhafi ne me semble pas être un partenaire privilégié par rapport aux causes de Kwame Nkrumah. Et évidemment qu'il avait aussi ses ambitions personnelles de puissance, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Et évidemment que c'était dû au fait que le monde arabe n'a pas suivi ces idées de panarabisme. Et évidemment qu'il n'a pas aussi pris en compte le fait que l'Afrique du Nord, par rapport à son évolution, était différente des Afriques subsahariennes et du Sud. Mais Kadhafi a au moins eu un mérite, c'est de remettre le débat sur la table. Et ces mérites-là aujourd'hui font que l'Union africaine, même si elle ne fonctionne pas encore assez, elle existe. Exactement. Merci beaucoup, Japhet Anafak. Je me tourne vers vous, Henri Nzouzi. Même question, mais posée différemment. On l'a entendu. Hein, donc, le panafricanisme, c'est aussi le fruit d'une évolution. Il faut qu'il s'adapte à son époque. Vous nous avez très bien expliqué, Japhet, le fait qu'il y a différentes dimensions hein, sur lesquelles il faut compter, c'est-à-dire à la fois les réalités de chaque pays, de chaque État, mais à la fois les stratégies au niveau sous-régional, au niveau régional, et alors les différents modèles. Est-ce qu'on prend un modèle qui est vraiment le modèle américain, le modèle européen, mais qui n'est peut-être pas adapté à nos réalités africaines? Après avoir dit tout ça, je voudrais vous savoir, pour vous, quelle est l'actualité de l'idée panafricaniste? Comment pourrait-on appliquer aujourd'hui une idée panafricaniste? Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'incarne pour vous? Petit retour en arrière pour vous dire que le seul point commun que l'on peut aujourd'hui établir entre Nkrumah et Kadhafi, puisqu'on vient de parler de lui, c'est que déjà en 58, lorsque Sékou Touré s'est retrouvé dans des difficultés pas possibles, hein, dues à son nom au général de Gaulle, Kwame Nkrumah était le seul dirigeant africain à lui venir en aide. On a vu que le Ghana a eu un rôle quand même déterminant, absolument déjà à l'époque. La Guinée. Alors, nous avons parlé effectivement de l'intangibilité des frontières, hein, déclaration du Caire. Nous avons évoqué le plan d'action de Lagos, dont il faut quand même rappeler qu'au départ, outre le fait de s'appuyer sur les organisations régionales, mais ces mêmes organisations devaient graviter autour de pays leaders, hein, puisqu'on avait notamment le cas de la RDC en Afrique centrale, le Nigeria en Afrique de l'Ouest et d'autres pays. Et puis, le fait que l'on ait constaté son échec,
bien avant même la création de l'Union africaine qui découle, rappelons-le, de la déclaration de Sirte, nous avons eu l'étape de la déclaration d'Abuja qui acquittait déjà à ce moment-là la difficulté de pouvoir concrétiser de manière tout à fait précise ces idées qui étaient fondues dans le marbre. Alors aujourd'hui, je vous avoue très franchement que avec le fait que certains pays africains continuent à privilégier les relations bilatérales avec leur ancienne colonie et la guerre de leadership que certains pays se livrent au sein des organisations régionales, et indépendamment du fait qu'aujourd'hui, en matière de conflit, on a quand même une tendance à ce que les Nations Unies sous-traitent la résolution de certains conflits via certaines organisations régionales. Dans la crise de la RDC, on voit que c'est la CIRGL. Dans la crise du Mali, la CEDEAO. Au niveau de la Centrafrique, c'est la CEAC. On sent néanmoins qu'il y a au sein même de ces organisations une difficulté parfois à parler d'une seule et même langue parce que, effectivement, ça a été dit, vous avez une Afrique des diasporas, vous avez une Afrique qui oppose en fait des catégories de population, alors qu'ils appartiennent en principe à une même et seule communauté de destin et de valeurs. Une difficulté donc à pouvoir, j'allais dire, incarner de manière durable cet idéal de panafricanisme, dont je rappelle également qu'elle sous-tend l'idée de solidarité, mais que cette solidarité aujourd'hui est à géométrie variable parce qu'il faut tenir compte de la réalité du terrain. Or, nous savons tous que la réalité du terrain dépasse la fiction des idées et que par conséquent le principe de réalité s'impose assez rapidement à celles et ceux qui, indépendamment du combat qu'ils mènent, et Kadhafi en a fait les frais, ne pouvaient pas considérer qu'en étant à la pointe d'un combat, fut-il noble pour promouvoir le panafricanisme, se heurtait effectivement à des divergences de vues, d'intérêts, d'appréciation, des querelles de leadership et de positionnement personnel qui rendaient cette entreprise à la fois difficile et parfois même, disons-le très simplement, hasardeuse. Hasardeuse, exactement. Donc, pas de nom aussi. Vous n'osez pas vous prononcer Je ne vais pas ouvrir la boîte de Pandore. Je vous sens bien prudent. Il y a eu même des velléités. Parce que, vous savez, parfois, quand on évoque le panafricanisme, certains, de manière parfois excessive, parlent tout simplement d'une opposition systématique à l'Occident. Alors, dans le passé, nous avons eu un jeune chef d'État fougueux qui avait, d'une certaine manière, annoncé la couleur. C'était Sankara. Nous avons effectivement eu des exemples d'hommes d'État africains qui n'hésitaient pas à s'opposer ouvertement à l'Occident. Mais l'exercice a ses limites, pour une simple et bonne raison, que vous avez derrière tout cela des relations qui restent quand même largement tributaires d'un certain nombre d'arrangements ou d'accords particuliers qui font que sur ce registre-là, qui peut être appelé nationaliste, on est parfois, je dirais, isolé. Nkrumah s'est très vite retrouvé en opposition, notamment dans les années 60, parce qu'il faut rappeler qu'en 64, si je ne m'abuse, après un voyage qu'il a effectué dans un pays d'Europe de l'Est, il a instauré la dictature. Non, mais on aura l'occasion, dans la seconde partie du film, et je vous réinviterai pour un autre débat, on aura l'occasion de parler justement de Nkrumah et de la fin malheureuse de son régime, de ses errements, comme vous avez dit, monsieur Anafak. Mais là, c'était pour la première partie, et terminer sous l'aspect du panafricanisme. Donc j'en conclus que tous les deux, vous ne voyez pas de figure actuelle, ou en tout cas à la tête d'un État africain, qui pourrait incarner, mais que l'idée panafricaniste, elle existe, mais elle devrait se régénérer à l'aune de la réalité actuelle du continent. C'est bien ça. Absolument. Merci beaucoup, merci à vous en tout cas d'avoir participé à ce débat qui a été vraiment un échange à la fois pédagogique où on a pu justement aller un peu plus loin sur des notions et des réalités à partir bien sûr de la figure emblématique qui était Kwame Nkrumah. Merci beaucoup Henri Nzozi, je rappelle, donc consultant, expert en diplomatie et en stratégie. Merci d'avoir été avec nous. Tout le plaisir était. Merci beaucoup Jafet Anafak, je rappelle enseignant et chercheur d'université, spécialiste aussi en relations internationales et donc vous travaillez à l'université de l'ULB, donc l'université libre de Bruxelles en Belgique, et aussi l'université de Yaoundé au Cameroun. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à Vox Africa. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve prochainement sur la même chaîne. À bientôt, au revoir.